Kitsune! Bienvenue pour une vidéo. Update lecture. Voilà, de décembre. Et novembre aussi. Et novembre. On a appris un petit peu de retard. Désolée. Donc voilà, commençons tout de suite. Qui a à qui l'honneur? À moi. Ok, vas-y. Donc je vais vous présenter la naissance des Cœurs de Pierre d'Antoine Doll aux éditions Actes Sud. Donc comme je vous l'ai dit dans le book haul, c'est deux histoires en parallèle. D'un côté, l'histoire d'une jeune fille, voilà, qui a des soucis avec ses parents qui sont très sévères et qui a le trouve du réconfort dans les bras de son éducateur qui est majeur et qui finalement ne porte pas tant d'amour que ça, donc elle va avoir une déception, être en dépression, enfin voilà. Joie immense sur cette terre. Exactement. Et la deuxième histoire, c'est celle d'un jeune garçon. Dans un monde qu'on présente comme dystopique, où il n'y a pas d'émotion, donc voilà, sa maman est indifférente face à lui. Sauf que lui est une anomalie, il ressent beaucoup trop d'émotions, donc voilà, il est en chemin pour subir sa transformation. En des anomalies, en normalité. Voilà, s'il n'est pas trop atteint par la maladie. Et qu'est-ce qui se passe? Il est trop atteint? On le tue. On le tue, ok. Enfin, du moins, c'est ce qu'il pense. Ok, et qu'as-tu pensé de ce livre? Ben moi j'ai adoré voilà, suivre ces deux histoires en parallèle, donc c'est pas du tout redondant, moi j'ai trouvé que ça s'accordait bien, je trouvais ça très touchant de voir l'histoire de la jeune fille qui est complètement désemparée, vraiment perdue, pleine de compassion pour eux, et j'ai trouvé super intéressant de voir l'évolution des deux personnages qui au début partent d'un point A et puis tu les vois arriver, ils sont au bout de leur vie. Ce que j'ai aimé le plus dans ce bouquin c'est la chute parce que je n'y attendais tellement pas, donc à la fin les deux histoires se rejoignent et enfin on comprend où l'auteur a vraiment voulu nous emmener et j'ai trouvé ça mais juste génial. Il y a vraiment le puzzle qui se met en place. Je m'attendais vraiment pas à ça donc... Ça me donne envie de le lire hein, pour le coup. Ouais, je suis sûre que tu seras étonnée aussi. Donc c'est un petit bouquin, il n'est pas très grand, il se lit super vite donc vraiment même si... Voilà, lancez-vous, ça vaut le coup. Tu le conseilles? Je le conseille. Alors à moi, eh bien j'ai lu, et ce fut un coup de cœur, The Curse de Marie Rutkoski aux éditions Lumen. Alors, un petit résumé quand même. Nous sommes dans un monde fantasy, donc nous suivons Kestrel, qui est la fille d'un général d'un peuple qui en a servi un autre. Et voilà, c'est à peu près l'histoire de base. Mais en plus, alors Kestrel, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est d'une intelligence... c'est un fin stratège, on va dire, et une fois, sous le coup d'une impulsion qui ne lui ressemble pas, d'ailleurs, elle va acheter un esclave qui se nomme Arin et qui a des yeux clairs, mais qui est tout aussi froid. Et donc, par cet achat va découler énormément de conséquences désastreuses, heureuses. Bref, je vous laisserai découvrir ça si vous en avez envie. Pour ma part, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré Kestrel. C'est c'est une femme qui est indépendante, qui est forte, qui est intelligente, qui ne se laisse rien faire et qui relève les défis et qui aime les défis d'ailleurs. Donc voilà. Et Arin, c'était aussi quelqu'un de super, qui est tout aussi intelligent, sournois, qui est fort, Sexy. sexy. Même si dans la deuxième partie je l'ai un peu moins aimé parce qu'à mon goût il était un peu trop mielleux. Enfin, je dis pas, il s'est rendu compte de certaines choses et donc ça l'a rendu... mais il l'a accepté très vite en fait, je trouve. Mais à part ça, j'ai adoré et j'ai juste envie de lire le tome 2. Voilà. Ça me donne envie. Ah, mais tu dois le lire, franchement. Je vais vous parler, donc je vais vous présenter The Book Haul, voilà, un livre d'une grande littérature, d'un grand auteur, voilà, qui allait entrer dans l'histoire. Je vais vous critiquer. Donc c'est la biographie de Jérém Sarr de Jérémy Giclon. Je crois que t'as dit tout ça de le ton le plus bas du monde. Aux éditions Hugo. Donc, j'ai aimé. Vraiment. Je n'ai pas de biographie, là c'est la première. Je me suis dit c'était chouette, voilà, on comprend vraiment comment... Jérém Sarr, on est venu à être ce personnage-là, voilà, il passe en revue toute son enfance et finalement on voit comment son identité s'est construite. Ouais. Un des points positifs aussi de ce bouquin, c'est qu'il aborde la grande question de la prostitution dans la réalité, qui est pas finalement, on en parlait. Quasi jamais.
quasi jamais, enfin du moins avant qu'il balance ses bombes, on n'en parlait pas, alors que c'est certainement très présent. Et lui, il en parle sans langue de bois, voilà comment ça se passe concrètement, et que finalement, c'est pas tout rose et tout beau, plein de paillettes, plein d'élégance. Comme on nous le montre à la télé. Exactement, et que c'est finalement un milieu dangereux et un peu libertin. Un petit peu. Ouais. Ce que j'ai aimé, c'est aussi voir Jérôme Star un autre jour, parce que voilà, c'est quelqu'un de très extravagant, avec son plus loin. Et finalement, on le voit de façon plus sérieuse, et que finalement, le Jérôme Star pondeuse, ce n'est qu'une image. Enfin voilà, moi j'ai aimé voir le Jérôme Star qui est plus, je crois, lui-même. Ouais, il y a quelque chose derrière l'homme à rire. Exactement, c'est ça. Et voilà, et finalement, moi j'ai aimé qu'à la fin, il dise qu'il était très très honnête en disant qu'il avait besoin d'air, qu'on lui laissait la vie privée, enfin voilà. Il s'est livré de façon très transparente. Il s'est mis à nu. Il s'est mis à nu. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Maintenant, il faut aimer évidemment un peu la télé-réalité et tout ce qu'il y a autour pour lire cette biographie. Si vous n'avez rien à faire, ça vous intéressera pas. De mon côté, j'ai lu le tome 1 de Rebecca King aux éditions France Loisirs de Cassandra O'Donnell. Bien, donc nous suivons l'histoire de Rebecca, qui elle arrive dans une ville et elle veut tout faire pour essayer de se faire oublier et de juste vivre sa vie avec sa fille. C'était sans compter le taux anormalement élevé dans cette ville de créatures fantastiques. Si vous entendez des bruits, c'est normal, vu qu'on est les kitsune à la mer, voilà, on est avec des gens qui s'amusent aussi. Oui, c'est ça. Ils font la teuf en bas, pendant que nous, on est là pour vous. Voilà. Donc voilà, donc je disais donc Rebecca King qui a un taux anormalement élevé de créatures fantastiques, vampires, loups-garous, métamorphes, et j'en passe. Pour sa part, on sait que Rebecca est méga puissante, mais je ne vais pas vous révéler ce qu'elle est vraiment. On sait juste qu'elle est dans le clan des sorcières, c'est plus ou moins une sorcière. Mais elle est très puissante et elle va être amenée malgré elle à participer, à se mêler à la vie des créatures fantastiques. Donc voilà, je vous en dis pas plus si ce n'est que j'ai adoré. Je m'attendais pas à un tel coup de cœur. Au départ, je pensais que c'était comme les aventures d'Anita Blake de Laurelka Hamilton, donc. Mais en fait, ça se décroche totalement. On part totalement dans autre chose et c'est vraiment pas mal. Franchement, en plus, Anita Blake a certains pouvoirs qu'on n'a pas encore pu voir, tandis qu'ici, elle a vraiment un pouvoir et on arrive vraiment bien à le voir. Donc voilà. Là, je sais pas trop quoi dire plus à part lisez-le et moi j'ai juste hâte de lire le tome 2. Moi je vais vous parler de La Maison de la Nuit, le tome 6 tenté de Christine Cass and PC Cass aux éditions Pocket Jeunesse. Exactement. Donc voilà, toujours la même rengaine. Zoé, une fille normale, va être marquée pour être une vampire et va intégrer la Maison de la Nuit. Donc comme je disais précédemment, on part de broutilles d'adolescents à quelque chose de plus planétaire, voilà, du mal incarné. Précédemment, le diable était sorti de sa tanière, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, on va se rendre compte dans ce tome-ci, voilà, que Zoé commence à prendre en maturité. Bon, elle fait du tri au niveau de ses mecs. Les amours actuels. Voilà, mais elle se dirige, elle a une attirance aussi pour le mal. Donc voilà, donc Zoé prend en maturité, mais... Pas trop quand même. Voilà. Un truc à la fois. Elle fait son petit chemin, quoi. Ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé en même temps, c'est que l'auteur fait un sacrifice. Il en faut de ses parents. Mais oui, mais en fait ça donne du piment à l'histoire. Donc c'est bien. Non, parce Non. que j'aimais bien ce personnage-là. Mais si ça avait pas été lui, bah ça aurait pas donné autant de piment. Enfin. Et puis il y a des personnages voilà, qui étaient dans le mal et qui arrivent dans le bien, qui s'annoncent être de bonnes surprises. Donc voilà. La chute se termine vraiment sur quelque chose de très 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 tragique. Et j'ai hâte de voir vraiment de très tragique en fait. En fait, oui, très tragique. En fait, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas un sacrifice, il y en a deux, mais genre, très très important qui... Très important. Qui efface un peu le second. Tout ça pour dire que... Voilà, j'ai envie de lire la suite. Voilà. Voilà. Je sais que tu peux emballer. Nous verrons après pour le prochain tome. Exactement. Quant à moi, donc j'ai fini mon mois de novembre avec Le Menteur de Nora Roberts aux éditions toujours de Belgique et Loisirs. Enfin, France Loisirs, enfin bref. C'est un coup de cœur malgré les deux autres qui précédaient.
Mais ce fut quand même une bonne lecture, comme tous les Nora Roberts, j'ai envie de dire. Donc nous suivons l'histoire de Shelley, qui vient de se retrouver veuve. Donc son mari a été porté disparu en mer. Nous le déclarons mort et elle et sa fille vont retourner dans son village ou ville natale. Un truc de ce style-là. Qui vit un peu à la campagne américaine, quoi. Hein. Le truc, c'est que Shelley a eu une immense déception par rapport à son mari. Donc elle a tout quitté pour lui, mais finalement il s'est pas révélé être un mari extraordinaire à partir du moment où elle a eu son enfant, en fait. Ce qu'elle a eu assez vite d'ailleurs. Et elle va tenter de se reconstruire en compagnie de sa famille, d'un homme, etc. Même si quelques surprises, évidemment, comme dans tous les Nora Roberts, une sorte de thriller de fond va arriver. Donc voilà, j'ai bien aimé cette histoire. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que c'est pas que j'ai pas aimé l'histoire d'amour, c'est que l'histoire d'amour était un peu banale en soi, un petit peu. J'avais aussi bien prévu la fin, enfin, ça c'était obvious. Ouais, c'était pas surprenant. Non. Mais c'était quand même une agréable lecture et ça faisait du bien d'entamer. Enfin, après The Curse qui est un monde fantasy, Rebecca Keane qui est un monde fantastique, ça faisait du bien de juste retourner dans un monde normal. Dans notre monde. Notre monde à nous. Qui manque un peu de fantasy, de fantastique. Voilà. Voilà, sinon c'était une agréable lecture. Alors, moi je vais vous parler de la carte des 1000 mondes que j'avais reçue de Once Upon a Book, donc de Carrie Ryan, de John Parker aux éditions Bayard. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui vont embarquer, donc qui se connaissent pas à la base, qui vont embarquer sur un bateau pirate qui navigue sur le torrent pirate. Donc c'est un torrent un peu hors des dimensions, qui relie plusieurs dimensions, et ils vont être à la recherche de la carte des 1000 mondes, sauf qu'ils sont pas tous seuls à la rechercher. Il y a en effet un vilain mage, sorcier, noir, qui est aussi à la poursuite de la carte et qui va un peu leur mettre des obstacles. Bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues. Donc au début j'ai un peu du mal parce que je comprenais pas, on voyait le garçon, et des gens avec une tête de lézard, et je savais pas si on était dans notre monde, ou ce qu'on était, enfin je comprenais vraiment pas. Je me dis, bon après tout se met en place, on comprend, parce que au début on sait pas qu'il y a plusieurs dimensions, donc moi je me dis on est dans le monde d'ici, il y a des têtes de lézard, des têtes de bœuf, ouais. Voilà. What? Mais finalement, après, ça se met en place, ça devient clair, enfin voilà. Moi, ce que j'adore aussi, c'est les personnages loufoques, parce que ils sont au niveau du bateau, il y a un jeune capitaine et un mage trop gentil, enfin voilà, ils sont un peu bizarres. Puis on a le garçon qu'on ne voit pas pendant, je sais pas, genre 10 secondes, on l'oublie. D'accord. Ouais, c'est comme si, voilà, je te tournais la tête, là, je te voyais plus, Alba. Je savais plus qui t'étais. Tu sais plus qui je suis. Voilà, donc j'ai trouvé ça super cool à exploiter. Enfin, moi, je me suis beaucoup attachée, voilà, au niveau des personnages, je les ai trouvés géniaux. Et puis, l'amitié est au centre de tout, et c'est trop beau de voir le garçon qui, finalement, a été tout seul toute sa vie, se lier d'amitié avec la fille, parce que vu que tout le monde l'oubliait, le pauvre, voilà, personne ne l'aimait, vu que personne ne savait qu'il existait. Le pauvre gamin. Il y a plusieurs tomes? Oui. Ce que j'ai aimé, c'était aussi le concept des 1000, enfin, de toutes les dimensions. Enfin, je dis, c'est chouette qu'on va voir plein de choses, ça va être original, on va voir plein d'univers. Le souci, c'est que pas tellement en fait. Les passages, voilà, dans certaines dimensions étaient très très longs, trop longs, plus que ce que ça aurait pu être. Et finalement, on passait beaucoup de temps dans des lieux et on n'en a pas découvert beaucoup, donc j'ai un peu été déçue à ce niveau-là. Et j'espère que les autres tomes, voilà, vous amèneront plus à l'aventure. Oui. Voilà. Oui, nous saillons. Quant à moi, je vais vous parler de Une irrésistible envie de sucrer de Meg Cabot. Donc c'est le premier tome de la saga justement. Et donc nous suivons l'histoire d'une jeune femme qui, dans son adolescence, a été un petit peu une star de la pop. Temporaire, hein, mais quand même. Et elle avait décidé de tout plaquer et maintenant elle vit chez le frère de son ex-fiancé. Et travaille dans une résidence universitaire, un dortoir. Ce qui va se passer en fait, c'est que elle essaye de travailler là-bas X mois, il me semble, pour après qu'elle puisse faire ses études un peu gratuitement. Voilà. Ce qui va se passer en fait, c'est que il va y avoir en fait un suicide. Un suicide en apparence, mais elle est convaincue en fait qu'il s'agit d'un meurtre. Et elle va essayer de mener sa petite enquête en fait, et voilà. Alors au début, en fait c'est une relecture, j'avais lu ça quand j'étais plus jeune, et au début je me suis dit, on verra bien un peu comment ça va se donner quoi. Mais en fait au fur et à mesure c'est méga rafraîchissant, c'est super chouette,
Elle est juste pétillante, la fille, et l'histoire d'amour est juste trop marrante. Même si on n'a pas vraiment en soi, enfin, je veux dire... c'est pas Elle est comme... diffuse. Non, elle est pas diffuse, enfin, elle est amoureuse, mais c'est un peu à sens unique, on va dire, hein, Oh. pour l'instant, en tout cas. Mais c'est vachement marrant, quoi. Elle fait des réflexions super chouettes. Donc voilà. Moi, je vous conseille, j'ai trop envie d'acheter enfin le tome 2. Très bien. Oui. Donc moi je poursuis avec encore La Maison de la Nuit, le tome 7 brûlé de PC Cast and Christine Cast aux éditions PKJ. Enfin vous connaissez la chanson. Donc finalement on a été aux 2 sacrifices. Chouette. Donc ils vont forcément aller dans le monde de Nyx. Donc finalement on découvre un tout autre univers. Et vu qu'il y a différents points de vue, donc on est en même temps dans leur monde, je dirais pas notre monde, parce qu'il n'y a pas de vampires, mais dans leur monde humain, et en même temps dans le monde de Nyx avec les sacrifices. Avec les sacrifices. Je ne dirais pas qui c'est. Et donc voilà, moi j'ai adoré de passer de l'un à l'autre, de découvrir le monde de Nyx et tous ses secrets, tous ses mystères et tout ce qui se passe là-bas. Enfin, je trouvais que ça donnait vraiment beaucoup de rythme. Les personnages prennent un peu plus de place, je pense notamment à Lucie, voilà, qui vraiment devient comme un personnage vraiment principal et clé aussi. On la voit beaucoup plus, on la voit vraiment prendre en caractère, enfin elle a confiance en elle quoi. Elle en impose et elle s'impose et finalement on peut voir aussi qu'elle peut s'y prendre elle aussi du mal. Et on se demande si voilà le mal peut changer de bord et aller vers la lumière. Donc ce serait intéressant à voir dans les autres tomes. À voir. Ok, pour ma part, je suis encore un peu dans le tout mignon tout beau. J'ai lu ensuite Amour Cupcakes et Célébrité. Nous suivons en fait l'histoire d'une Zoé aussi, qui va participer à un concours de cuisine. Donc elle a été sélectionnée. Et Tu en avais déjà parlé, non? Oui, il me semble que... Oui, en book haul, oui. Donc elle se rend à l'endroit où va se dérouler la compétition. Donc nous allons suivre ce débat avec un jury en fait, un des membres du jury. Et aussi ces espèces de tensions qu'il y a avec en particulier une concurrente. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Ce que j'ai trouvé de ce livre, je l'ai bien aimé. Maintenant, l'histoire d'amour était un peu spéciale, je trouve. Je trouve que ça a été très vite en besogne. Enfin, la fille, elle a trouvé... Enfin, je comprends pas comment on peut coucher avec quelqu'un alors que ça peut juste nous faire perdre tout. J'ai pas compris. Enfin, je veux dire, tu peux essayer d'avoir une petite histoire d'amour sans pour autant coucher avec la personne. Ne pas essayer... Enfin... Ici, vous pouvez pas s'empêcher de s'embrasser devant... Enfin bref. Je m'arrête là. Et sinon j'ai bien aimé, oui j'ai quand même bien aimé Zoé, même si je trouvais que à chaque page on revenait avec son dilemme de il m'aime pas, je suis prête. Bah non en fait elle l'est pas, si elle arrête pas de se poser la question c'est qu'elle est pas prête. Elle est aussi indécise que Zoé Redbird de La Maison de la Nuit. C'est cela, voilà. Donc ça c'était un peu long comme dilemme, mais sinon au niveau cuisine et tout c'était vraiment chouette. C'était une relative bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Donc, j'ai un dernier livre que j'ai lu. Il s'agit du tome 4 de Sword Art Online, donc Mother's Rosario. Donc, ici, nous suivons plus Asuna que Kirito. Donc, généralement, dans les 3 premiers tomes, on suit surtout les aventures de Kirito. Et ici, on va suivre Asuna, qui est sa gonzesse, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, tout le monde se retrouve dans Alfheim Online, donc le jeu virtuel. Et en fait, il va y avoir une rumeur comme quoi un épée se faisant appeler l'épée absolue recherche des duels. Il va s'y rendre en fait parce que la curiosité la pique. Il va se rendre compte que c'est une jeune fille et va quasi perdre le duel, mais la fille du nom de Yuki va arrêter le duel et va en fait l'embaucher temporairement dans sa guilde qui s'appelle les Sleeping Knights. Les Sleep in Night. Non, les Sleeping Knights, donc les chevaliers dormants, pour accomplir une quête en fait, dont je ne vous dévoilerai rien du tout. Et Asuna va se prendre d'amitié pour les membres de cette guilde et va en fait percer des mystères les concernant justement parce qu'ils ne sont pas... ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. Cette histoire a été juste... mignonne à souhait. Enfin, au début je me disais ça va être que ça, c'est un peu dommage, mais en fait à la fin j'ai pleuré quand on peut pas. Il n'y a pas forcément en fait l'action qu'on retrouve dans les 3 autres tomes.
Parce que ici c'est plus du psychologique en fait qui se déroule mais bon c'est pas mal. Maintenant c'est vrai que le tome finit souvent à la moitié et après nous avons des petites histoires, donc il y en a une c'est dans justement Sword Art Online ou donc dans le monde d'Aincrad où c'était tout au début, on voit le premier jour de Kirito ou alors après on voit dans ce même monde, une petite enquête qui se déroule sur quelqu'un qui est mort normal dans la zone de prévention des crimes, ou alors même une fois dans Alfheim Online, après avoir sauvé Asuna, une histoire avec Excalibur, que pour ceux qui auront lu le deuxième tome sauront de quoi je parle. Donc voilà, mais tout ça, en fait, ça a fait qu'on a relativement bien aimé, et en fait on s'est pris d'attachement et tout ça. C'est vachement chouette. Et j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner le 5e tome. Parce que voilà, j'ai quand même envie de savoir un peu ce qui va se passer. Je sais pas trop ce qu'on peut... Ah oui, parce que justement, dans le 4e tome, on finit sur un bon petit cliffhanger. Merci de nous avoir regardés. Oui, on espère que ça vous a plu. Et si vous avez aimé, mettez une petite papate en l'air. Et sinon, abonnez-vous si vous l'avez toujours pas fait. Oui. Nous, ça nous fait plaisir. Très plaisir. Voilà. En attendant, amusez-vous bien. Et bisous!